Mesdames et messieurs, c'est notre des invités du matin, Didier Materani Akili. Démocratie parlementaire ou l'escroquerie du souverain primaire en République démocratique du Congo? Témoignage d'un jeune assistant parlementaire. Materani, ça va? Ça va très bien. Ça va très bien? C'est vous qui avez écrit ces livres? Effectivement, c'est moi. Alors, pourquoi avoir écrit ces livres intitulés Démocratie parlementaire ou escroquerie du souverain primaire? Merci beaucoup. D'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité, surtout à cette chaîne très suivie en République démocratique du Congo. C'était vraiment pour moi une grande surprise d'avoir un appel de votre part pour m'inviter de parler de mon livre. En fait, le livre ici, c'est un travail de plus de 10 ans, si je peux le dire ainsi, parce que c'est le travail que j'ai fait au Parlement pendant la législature 2011 jusqu'en 2019. Donc, si nous comptons, c'est presque 10 ans. Et ce travail a été l'inspiration du peuple. Parce que le sujet que vous voyez là-bas, ça ne vient pas de moi. Ça vient du peuple qui, des fois, quand nous descendons en vacances parlementaires, il ne cesse de nous poser la question, ou il ne cesse de se lamenter du comportement ou de tout ce qu'il constate. Pourquoi parlez-vous de l'escroquerie du souverain primaire? En quoi le parlementaire, le député national, a escroqué les souverains primaires? Comme je l'ai dit tantôt, l'escroquerie, c'est l'assentiment, c'est-à-dire l'expression que la population ne cesse d'exprimer envers ses élus, mais envers tout le monde. Parce que nous-mêmes, nous sommes les observateurs de la société, nous sommes de cette société, nous sommes les souverains primaires. Et d'ailleurs, vous venez de recevoir, il n'y a pas quelques minutes, un monsieur de Bumbo qui vient de vous dire que leurs députés n'arrivent plus, ils ne savent plus s'ils ont élu un député qui n'arrive pas en vacances parlementaires. Il y a une déception de la part de la population. Et donc, nous avons constaté, le constat général est qu'il y a des connexions entre les élus du peuple et les souverains primaires, qu'ils sont censés représenter. Cette connexion... Déconnexion plutôt. Non, oui, il y a des connexions. Ah oui. Mais cette connexion devrait en principe se réaliser comment? Parce que vous parlez qu'il y a des connexions. Oui. Alors, comment définir la connexion du député national avec le peuple que vous dites qu'il est escroqué? En fait, la connexion qui devrait être, c'est lié à la mission du député, du représentant du peuple. Sa mission, c'est de représenter le peuple. Et à tout moment, il doit rendre compte à ces peuples-là, à ses souverains primaires, à sa base. C'est ça la mission qu'il est appelé à faire au niveau des institutions représentatives, que ce soit au niveau de l'Assemblée provinciale ou de l'Assemblée nationale ou au Sénat. Oui. Alors, si la population se retrouve à avoir donné sa confiance et son pouvoir d'ailleurs, parce que ne vous en faites pas, le pouvoir que portent les députés, ce n'est pas leur pouvoir, ils sont mandatés pour ces pouvoirs-là. Ils ne portent que le pouvoir du souverain primaire. Dans votre livre, vous dites quelque part, palais du peuple, temple de la démocratie ou terrain d'apprentissage de la démocratie. Ah oui, ça c'est l'expérience maintenant du terrain, l'observation que nous avons faite sur le terrain, moi-même comme assistant parlementaire, comme je vous ai dit. À un moment donné, on s'est rendu compte, dans ce chapitre qui parle de ça, on s'est rendu compte que tout le monde est en train d'apprendre. En fait, comme je vous l'ai dit, en 2006, si nous voulons cadrer les... Dans Jeune Démocratie, les députés nationaux qui sont élus n'ont pas d'expérience parlementaire. Dès qu'ils arrivent au palais du peuple, tout le monde est apprenti. Tout le monde est apprenti. Bon, évidemment, il y a des exceptions. Parce que, comme je vous ai dit, il y a eu une catégorisation des députés que j'ai fait dans ce livre, où nous parlons des vétérans, nous parlons des professionnalisés, nous parlons des néophytes. Mais la déception de la législature 2006 a amené la population à sanctionner tout le monde et à ramener à l'Assemblée nationale à peu près 80% des nouveaux députés élus. Et ces députés n'avaient pas une expérience voulue au niveau de l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas même la notion des procédés parlementaires. Ils n'ont même pas
les prérequis en ce qui concerne le fonctionnement de l'Assemblée. Ils viennent, ils apprennent sur l'État. Ils apprennent sur l'État. Oui, c'est ce que nous avons parlé dans ce chapitre-là. Et on s'est rendu compte que tout le monde est tâtonné. Même aujourd'hui, d'ailleurs, avec la nouvelle législature, même aujourd'hui, on apprend, je suis toujours au Parlement. Je suis et à ces députés, on a vu un député déclaré, pour ne pas les citer, Manemba dit M. Molière, qui a déclaré qu'on tourne le pouce. Effectivement, il dit ça. Mais s'il aurait lu ce livre, il allait comprendre et peut-être ça allait l'aider à comprendre comment ça fonctionne le Parlement et qu'est-ce qui se passe au Parlement et quels sont les méandres à l'intérieur qui peuvent l'aider à se mouvoir. Et quand nous parlons de ça, nous pouvons citer notre député qui n'a pas pris la parole pendant le débat sur l'investiture du gouvernement, sur le programme du gouvernement. Et il va prendre les médias, il dit tout ce que j'allais parler à l'intérieur parce qu'on m'a refusé de prendre la parole. Je vous prends en témoin ici et je déclare ce que je devrais déclarer à l'intérieur. Donc s'il aurait lu ce livre ici, il aurait compris effectivement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Comment je vais faire pour passer dans ces... Donc il y a des us et coutumes parlementaires qu'il faut maîtriser. Il y a des us et coutumes qu'il faut maîtriser, mais aussi ces us et coutumes et surtout les procédés parlementaires, ce que j'ai parlé dans la conclusion, qui n'amènent pas l'éclosion de notre démocratie. Donc il y a une raison d'une réforme profonde par rapport à notre système démocratique. J'en ai parlé aussi dans ce livre. Et donc nous voulons que le Parlement soit réellement... je ne parle pas que ce sont les représentants du peuple qui sont nécessairement des escrocs. Mais nous savons aussi comme votre invité d'avant l'a dit, nous savons effectivement comment les députés ont cherché à se faire élire. Et évidemment, la loi électorale aussi favorise tout le monde, toute couche de la population, de se représenter comme candidat. Non, de se positionner comme candidat. Il n'y a pas de restrictions. Et cela, ça amène à tout le monde alors, d'envier les postes de députés parlementaires, plutôt des députés. Et à ce moment-là, tout le monde va amener n'importe quelle promesse. Et cette promesse, vis-à-vis de la réalité au niveau de l'Assemblée nationale, ça va lui amener à ne plus répondre à tout ce qu'il avait promis au niveau de la base. Et ça, nous avons parlé de beaucoup de facteurs de déconnexion de la base et de la population. Et ça devient presque une escroquerie, mais ils ne savaient pas la réalité qu'il va raconter au niveau de l'hémicycle. Alors, l'escroquerie des souverains primaires, pour vous, commence par ce discours de campagne. Ça commence en amont, comme vous venez de le dire. Tout le monde veut être député, parce qu'on pense que le député, c'est lui qui a beaucoup d'argent, c'est lui qui a eu la chance de s'enrichir d'un coup comme ça. Et le monsieur a fait tout pour qu'il puisse être élu. Et il utilise n'importe quel moyen pour le faire. Et à ce moment-là, la population, qui aussi ne maîtrise pas ce qui se passe au Parlement, accepte seulement de l'envoyer. Mais ce monsieur qui l'envoie, il ne connaît rien du Parlement. Même s'il sait parler bien à la télévision, à la radio, je ne sais pas où, ou dans leur quartier, mais les procédés parlementaires ne connaît rien. Il ne connaît pas les méandres qu'il va raconter là-bas. Donc il faut, après les élections, il faut un renforcement des capacités des députés. Ah oui, nous ne cessons de le dire parce que vous ne m'avez pas bien présenté. Je suis assistant parlementaire, mais je suis aussi le coordonnateur de la dynamique de contrôle citoyen des activités des représentants du peuple. Et nous venons de produire notre premier rapport sur l'an 1 du Parlement aussi, parce qu'il faut le dire aussi, parce qu'il y a une année, jour pour jour, que l'Assemblée nationale a commencé à fonctionner. Et dans ce rapport, nous avons évoqué beaucoup d'aspects, et dont notamment le renforcement des capacités des élus, parce que Mme Abunda a des problèmes aussi aujourd'hui. Il y a des députés qui prennent la parole. Quand il prend la parole, il faut la prendre dans son contexte. Est-ce que c'est quelle motion? Et quand un député vient par motion de procédure ou motion d'ordre, et arrivé là-bas,
vous sentez que ce n'est plus la motion d'ordre ou de procédure qu'il a demandé. Tout simplement parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'on appelle motion d'ordre, qu'est-ce qu'on appelle motion de procédure. De procédure, qu'est-ce qu'on appelle... Il y a beaucoup d'émotions. Motion d'information. Oui, il y a beaucoup d'émotions. Là, vous étiez à l'Assemblée, je vous voyais souvent. Alors, donc, il vient là-bas et en fait de compte, madame m'a dit, mais vous avez parlé de telle motion, mais vous êtes venu parler d'autres choses. Et peut-être c'est une intervention pure et simple. Alors, madame a des difficultés aussi à ce niveau-là. Et c'est ce que nous demandons. Nous avons été au Parlement en 2011, au début. Il n'y avait pas de texte, c'est seulement FED, à partir de programme PAP, programme d'appui au Parlement, qui a donné quelques brochures aux parlementaires pour juste essayer de comprendre ce qui se passe. Mais beaucoup de députés, c'est comme ça, j'aimerais que vous lisez ce livre très bien. Beaucoup de députés néophytes, parce qu'ils ne connaissaient ça rien, ils se laissent emporter par les vétérans et les professionnalisés dont j'ai parlé ici, tout simplement parce que lui-même ne sait pas comment faire. Mais au moins, celui-ci qui a fait 2 ans, 3 ans, 2 législatures, 2 mandats ou 2 législatures, ou 3 législatures, il connaît déjà quelque chose et il se met à son service. Très bien, mais dans votre livre, vous parlez aussi de la démotivation pour les vacances parlementaires. Pourquoi? Ah oui. Il y a 3 choses là-bas. D'abord, il y a les promesses non tenues. C'est-à-dire, les députés se retrouvent à Kinshasa face aux réalités du Parlement. Il se retrouve que tout ce qu'il a promis ne peut pas le réaliser. Mais il ne sait plus parler. Il ne sait plus dire à la base, c'est ça le problème. C'est ça, c'est ce que je condamne chez les députés. Tous les députés que je rencontre aujourd'hui, je leur conseille d'aller encore chercher comment renouveler ce qu'on peut appeler cahier de charges entre lui et sa base électorale. Parce qu'au moins il a déjà compris ce qui se passe. Il peut dire, moi je ne peux pas être en mesure de réaliser ceci ou de réaliser cela. Je ne peux être en mesure que de réaliser ceci. Voilà ce que j'ai rencontré. Il faut être toujours en connexion avec la base. Il faut être toujours en contact permanent avec la base. Ce n'est pas parce que vous avez amené de nourriture, non. Mais il faut leur parler de la réalité que vous vivez au niveau de l'Assemblée nationale. Et voilà, donc, il y a le premier facteur, c'est celui-là, où les députés ne savent plus rentrer pour dire, voilà, je n'étais pas en mesure de vous construire la route que je vous avais promis. Ça devient un. 2, quand il arrive ici, tout le monde apprend que les députés ont eu beaucoup d'argent, on les a dotés de véhicules, ce qui est faux. On les a dotés de véhicules, on les a dotés de ceci. Et tout le monde, maintenant, commence à avoir les députés comme pourvoyeurs de fonds. Et ça met en difficulté les députés. Et celui-ci, des fois, pendant les vacances parlementaires, il n'y va pas. Ou carrément, il choisit une semaine, 2 semaines, pour faire un semblant d'être en vacances parlementaires et rentrer et pour seulement justifier l'argent qui aurait sorti de la caisse de l'Assemblée nationale. Mais il y a aussi un autre aspect très important, c'est quoi? C'est que même si le député a la bonne foi, et il a fait le travail de vacances parlementaires, c'est-à-dire recueillir les desiderata de la population et les soumettre à l'Assemblée nationale, mais malheureusement au niveau de l'Assemblée nationale, les rapports de vacances parlementaires n'ont jamais été examinés pendant toute une législature, s'il vous plaît. Et j'en ai parlé dans ce livre. Oui. Et ça décourage beaucoup de députés de continuer à aller en vacances parlementaires parce que même ceux qui l'amènent des vacances parlementaires n'a jamais été exécuté. Et vous dites dans votre livre, en dépit de tous les mécanismes mis en place pour renforcer les cadrages démocratiques congolais, le système représentatif congolais présente encore des défis majeurs dans son fonctionnement pour l'instauration de principes de base dans la gestion des choses publiques. Oui, et quand nous parlons de ça, ça nous renvoie au contrôle parlementaire. Et vous savez que pendant... Et le contrôle parlementaire, cette session de mars, il y a beaucoup de dossiers pour le député en parlant de contrôle parlementaire. Oui, il y en a toujours, et il y en avait pendant la législature pour laquelle j'ai écrit les livres. Mais aucun contrôle parlementaire n'est arrivé au bout. Et les sanctions que nous attendions des gens qui étaient impliqués dans beaucoup de choses
tels que les mandataires de l'État, tels que les membres du gouvernement, mais ces sanctions ne sont jamais arrivées. Il y a eu le FPI sanctionné, on a 3 sanctions. Vous n'en parlez pas? FPI, dans quelle législature? 2011-2017. Ce n'était pas l'œuvre de... Je ne crois pas que ce soit l'œuvre du Parlement, sinon je l'aurais évoqué. Mais plutôt, je vous dis que... Il n'y a pas eu sanction, c'est-à-dire... il y a eu sanction pédagogique peut-être? Bon, si on peut dire pédagogique, mais aussi là, c'est faible. Parce qu'au moins, il y a eu des questions. Plusieurs questions. Oui. Il y a eu des problématiques pour lesquelles on devrait sanctionner. Il y a eu même des motions qui ont été, motions de censure ou de défiance, qui ont été bien ficelées. Mais il y a eu cette législature était très mouvementée, surtout avec les questions des motions de censure. Oui, mais malheureusement encore, il y a des facteurs que j'ai parlé, 8 facteurs importants qui empêchent le contrôle parlementaire. Et nous l'avons vécu. Et je ne sais pas si avec cette législature qui commence maintenant, parce que nous pensons que ça va maintenant commencer. Parce qu'une année après, nous n'avons rien vu. Vous n'avez rien vu? Non, non. Il y a eu seulement 2 auditions. Parce que je suis toujours au Parlement. Il y a eu seulement 2 auditions de 2 membres du gouvernement. À ce qui concerne, il y avait le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre de l'Intérieur et celui de... Allez-y, allez-y. Voilà un peu. Donc, nous disons qu'il y a des facteurs qui ont empêché le contrôle parlementaire. Ces facteurs, si nous avons l'État, je peux vous les citer et peut-être vous expliquer. Mais ce sont des facteurs importants, très importants, et qui empêchent le contrôle. Or, le contrôle, c'est ce que nous, souverains primaires, nous attendons. Qu'est-ce qu'on entend du contrôle parlementaire? Vous, en tant qu'écrivain, assistant parlementaire, vous avez eu l'expérience avec votre... Qu'est-ce que vous proposez? Le contrôle parlementaire doit être un contrôle sanction. Pas nécessairement. Parce que si nous voulons aller dans les sanctions, sinon on va terminer tout le monde. Il doit y avoir le contrôle. Le contrôle. Il y a beaucoup de moyens de contrôle qui existent, mais nous devons plus utiliser les moyens de contrôle d'information. Ce qui serait important parce qu'il y a aussi une sorte de manque d'information auprès des députés élus. Voilà. Et qui empêche beaucoup de savoir ce qui se passe. Il part par motion. C'est ce qui s'est passé dans les provinces comme Ituri, oui, où on a vite passé en besogne pour aller sanctionner les gouverneurs, alors qu'il y a beaucoup de choses qu'on devrait d'abord savoir du gouverneur avant de les sanctionner. C'est pourquoi nous privilégions les moyens de contrôle d'information d'abord. Merci beaucoup. Merci. Didier Materani Akili, c'est votre nom? Oui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Nous vous invitons, si nous sommes passés ici, c'est parce que nous organisons la cérémonie de vernissage de ces livres. Okay. Nous voulons vous inviter à venir participer. Nous serons là, nous allons être là. Et nous profitons de l'occasion pour demander l'assistance de Madame l'honorable présidente de l'Assemblée nationale pour nous donner l'espace. En fait, que tous les intéressant députés... pour donner aux députés de pouvoir lire et comprendre le méandre du fonctionnement des justes coutumes parlementaires. Oui, c'est pourquoi nous demandons à Madame, à qui nous avons écrit, de nous donner l'espace pour que les députés soient là et puissent suivre comment on va critiquer l'ouvrage, comment on va apprécier l'ouvrage et peut-être s'en approprier parce que c'est un ouvrage de la maison et ça doit être baptisé dans la maison. C'est ce que nous avons voulu. Matériel didactique pour les députés nationaux. Merci beaucoup. Le député national. Merci beaucoup. Materania, merci. Allez, on se retrouvera au vernissage. Merci beaucoup. Toutes les bonnes choses. Hein? C'est prévu le 21. Merci. C'est le 21 de ce mois. De ce mois, oui. Le 21 mars. D'accord. Merci beaucoup. Merci aussi. Voilà. Il s'appelle Didier Materani Akili, Démocratie parlementaire ou l'escroquerie du souverain primaire. C'est son livre. Voilà. C'est par ces mots que nous terminons ce programme du matin, 50 bonjour. Nous avons débuté avec vous et nous terminons ensemble. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné aujourd'hui pour la présentation de ce programme.
Et on se retrouve prochainement. On se retrouve le mercredi prochain avec le même plaisir pour 50 bonjours. Merci à Alain. Voilà. Merci à Alain, merci à Mouini, merci à Exaucé qui ont assuré la prise de vue. Et aujourd'hui, au preneur des sons, c'était Dédé Sansois, Sensologie, Dédé Sansois. Matsamo Moisson, Toga, c'est ici tu es là. Voilà, Dédé Sansois. Eh bien, la réalisation était tenue par un réalisateur qui a de barbe. Il s'appelle comment là, le nom? Hein? Ginola, Ginola. À ne pas confondre avec Ginola, l'artiste. Voilà. Merci beaucoup. Le chauffeur qui nous a pris le matin, il s'appelle Christian. Ça n'est donc fini. Au revoir.